Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pratiques, des conseils actionnables qui vont vous permettre non seulement de mieux vivre votre activité de marchand de biens, mais toute activité immobilière que vous allez vouloir pratiquer. Et vous savez quoi, même si ce n'est pas de l'activité immobilière, même si voilà, vous avez des interactions avec des sous-traitants, des personnes à qui vous déléguez des choses, et bien dans cette vidéo, vous allez trouver énormément de conseils pratiques pour mieux vivre ces interactions et pouvoir travailler de manière beaucoup plus efficace et en gros économiser de l'énergie, du temps et au final de l'argent. On est parti. Je prends dans cette vidéo l'exemple du marchand de biens, puisque donc c'est l'activité dont je parle dans cette chaîne, mais vous allez voir que les conseils sont applicables à tout domaine de l'immobilier et aussi à tout domaine de l'entrepreneuriat. En tant que marchand de biens, on a un éventail extrêmement large d'activités et de savoirs dans lesquels on est obligé de s'impliquer. On fait quand même pas mal de choses soi-même, mais il y a peut-être 80% des choses qui vont être gérées par des sous-traitants, par des personnes à qui on va déléguer un certain nombre de tâches. Alors par exemple, les choses que nous allons faire en tant que marchand de biens, c'est la première chose, les visites. Les visites en général, c'est quelque chose qu'on va pas déléguer, c'est vraiment là où on a l'œil d'expert du marchand de biens. On va réaliser nous-mêmes nos visites et ensuite on va souvent faire nous-mêmes nos études de faisabilité. Donc on va regarder notamment les contraintes réglementaires, les contraintes techniques et on va étudier à travers le prisme de ces différentes contraintes la faisabilité économique de l'opération. Ça fait partie de la manière dont je présente un petit peu l'activité de marchand de biens. Si vous êtes familier avec cette chaîne, je parle souvent de la contrainte réglementaire dans laquelle il y a l'urbanisme et puis le droit privé et puis la contrainte technique avec tous les sujets de travaux, etc. Et c'est aussi la méthodologie que je réutilise dans mon livre Devenir marchand de biens, l'aventure dont vous êtes le héros, publié chez Vuibert, dans lequel j'utilise justement cette méthode des contraintes pour vous présenter de manière assez simple et didactique l'ensemble des contraintes auxquelles vous allez être soumis en tant que marchand de biens. Si vous voulez en savoir plus sur l'activité de marchand de biens, avoir un vrai guide actionnable, je vous invite à aller vous procurer ce livre, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc il y a bien sûr des activités, des choses, des domaines que nous gérons nous-mêmes, comme je viens de le dire, mais aussi énormément d'activités que nous allons déléguer, des activités que nous allons sous-traiter. Alors les exemples les plus connus, bien sûr, ce sont par exemple les artisans. Les artisans, puisqu'on va rarement faire soi-même les travaux sur les opérations de marchand de biens, donc on va la plupart du temps sous-traiter le sujet des travaux à des professionnels du bâtiment. On va avoir aussi, par exemple, le géomètre, qui est un sous-traitant, un partenaire qui intervient sur énormément de domaines. On a l'expert comptable, qui au final est un sous-traitant, les agents immobiliers qui sont nos sous-traitants, architectes d'intérieur, décoratrices, que sais-je. Toutes ces activités-là qui vont graviter autour de notre activité de marchand de biens, au final, ce sont des sous-traitants, des personnes à qui vous allez déléguer un grand nombre d'activités, puisque dans l'écrasante majorité des cas, ce ne seront pas vos salariés, mais ce sera véritablement des sous-traitants. Maintenant, on va parler des problèmes, les problèmes qu'on rencontre souvent avec les sous-traitants, et d'ailleurs que ce soit des artisans ou des avocats ou des courtiers, peu importe, souvent ce sont les mêmes problèmes. En fait, assez souvent, je constate, et dites-moi, marquez-le en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, que on clarifie assez mal ses attentes, et assez souvent, ce qui se produit, je le constate quand j'en discute avec des personnes qui essaient de déléguer ou qui se disent « ça fonctionne pas », c'est que en fait, la personne a un brief qui n'est pas forcément hyper clair, le sous-traitant. Elle fait les choses un peu comme il lui semble bon ou normal de faire. Là, après, la personne, le commanditaire, le donneur d'ordre, se retrouve déçu et dit « Ah, encore une fois, ça n'a pas marché. Encore une fois, j'ai été déçu. Encore une fois, les sous-traitants, c'est de la merde, je sais pas quoi. Pousse-toi, je vais le faire moi-même. » Et donc là, c'est souvent le chef d'entreprise qui aime bien solutionner les trucs et faire avancer un petit peu le bazar. Il va se dire « Bon on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même et moi, je vais arrêter de perdre mon temps avec des sous-traitants puisque ça fonctionne pas, ça fonctionne jamais et je vais en fait faire les choses par moi-même. » Alors ça peut être possible dans certains domaines d'activité, quand on a la capacité déjà, quand on a le temps, la ressource, etc. Mais aussi, encore faut-il avoir le savoir-faire. Assez souvent, quand on veut aller avoir une activité qui sera un petit peu, qui a un peu d'envergure, on va dire, on va très vite se retrouver limité par ses propres capacités. Donc savoir déléguer, ce qu'on va apprendre dans ces vidéos est absolument impératif. Donc qu'on aime ou pas collaborer, travailler avec les autres, si on veut grandir, si on veut que son entreprise puisse connaître une certaine croissance, on est obligé de s'appuyer sur les autres. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Je vais donc vous donner maintenant des pistes que vous allez pouvoir utiliser et actionner dès aujourd'hui pour améliorer vos interactions avec différents sous-traitants. J'en profite pour vous expliquer que si ces sujets vous intéressent et que vous voulez aller plus en profondeur dans l'apprentissage de
comment déléguer, comment sous-traiter efficacement, on a mis en place une formation qui s'appelle MDB Master, qui est destinée aux personnes qui ont déjà réalisé au moins une ou deux opérations de marchand de biens et qui souhaitent passer à la vitesse supérieure. Et dans cette formation, notamment, on va vous apprendre à aller chercher des sujets beaucoup plus complexes en termes de travaux, de financement, de structuration. Et aussi, on va vous apprendre à structurer votre activité et on va vous apprendre des méthodes qui vous permettront de déléguer plus efficacement, tel que ce dont je suis en train de vous parler maintenant. Donc on vous mettra le lien pour la formation MDB Master si jamais vous avez déjà réalisé quelques opérations marchandes et que vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure. La toute première étape, si vous voulez déléguer efficacement, sous-traiter efficacement, c'est de clarifier ses attentes. Et là, je vous renvoie à la citation de Lincoln que j'utilise assez régulièrement, qui est « Si je disposais de 6 heures pour couper un arbre, je passerais 4 à affûter ma hache ». Je crois que c'est 4 ou 5, je voudrais pas dire une connerie. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire que si vous avez une mission à réaliser, vous devez consacrer le temps nécessaire au moment de la préparation. Clarifier ses attentes, dans un premier temps, c'est les clarifier vis-à-vis de soi-même. Et là, ce que je veux vous inviter à faire, si vous voulez vraiment faire quelque chose d'efficace, c'est de prendre un papier, un crayon, quelle que soit la mission que vous allez déléguer, quel que soit son niveau d'importance, et c'est de commencer à prendre le réflexe, de se dire quelles sont exactement mes attentes. Et je vous invite là à les mettre à un certain niveau de détail, parce qu'il y a une prise de conscience qui est importante, et là je vous invite vraiment à avoir cette prise de conscience dès maintenant, c'est que les sous-traitants ne sont pas dans votre tête. Et souvent, ce que je constate quand il y a des problèmes, des mésententes entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, c'est que le donneur d'ordre s'imaginait que son interlocuteur l'avait compris alors que son explication n'était absolument pas claire. Donc dites-vous bien que les autres ne sont pas dans votre tête et que vous devez leur donner un maximum d'informations si vous voulez que la tâche qu'ils vont réaliser soit exécutée de la bonne manière. Et là, le bon exemple que vous pouvez avoir, c'est ChatGPT. Si vous n'êtes jamais servi de ChatGPT, je vous invite à aller, une fois que vous avez terminé cette vidéo, à aller regarder, à lui faire une requête, lui demander quelque chose qui vous paraissait évident, lui poser une question ou lui donner une petite mission qui pour vous était absolument claire. Vous dites, mais normalement, je devrais recevoir ça. Et en fait, il vous met un truc complètement à côté de la plaque. Et si vous voulez faire un truc intéressant, posez-lui la question, vous lui dites, de quelles informations tu as besoin pour pouvoir me répondre de manière plus claire ou de la meilleure des manières. Et là, il va vous dire, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tel et tel et tel et tel renseignement. Et là, vous allez vous dire, ah oui, ok, effectivement, j'avais pas pensé à tout ça. Alors, si une pauvre intelligence artificielle a besoin d'autant de trucs pour pouvoir vous donner une réponse un peu structurée, imaginez la quantité de renseignements dont un sous-traitant a besoin pour pouvoir exécuter une mission concrète de manière satisfaisante. Vous devez donc vous poser la question et demandez-vous à quoi est-ce que je veux que le résultat final ressemble. Et après, demandez-vous quelles sont les étapes nécessaires pour y arriver et commencez à rédiger un cahier des charges assez clair de ce que vous attendez de la part de vos sous-traitants. Quand je dis un cahier des charges, c'est pas obligé d'être quelque chose d'incroyablement technique, mais juste de préciser en fait votre niveau d'attente et ce que vous voulez concrètement voir exécuté par le sous-traitant. Alors, selon votre niveau d'implication et selon aussi peut-être la complexité de la mission et la personne avec laquelle vous allez bosser, parfois vous allez devoir juste donner quelque chose dans les grandes lignes, parfois donner un peu plus de détails, parfois il va vraiment falloir aller à fond dans le détail si vous voulez véritablement que le résultat définitif corresponde à vos attentes. Ensuite, vous allez devoir poser un cadre clair à la collaboration. Et là, on va parler de ce que vous attendez dans la relation et pas juste dans l'exécution de la mission. C'est-à-dire que dans le point dont on a parlé à l'instant, on a évoqué le sujet de la qualité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux qu'il y ait dedans, mais là on parle vraiment de la relation, c'est-à-dire comment est-ce que j'entends, par exemple, comment est-ce que je veux que cette mission soit exécutée. À quelle fréquence je veux, par exemple, des rapports d'activité. Si vous sous-traitez un agent immobilier, par exemple, vous confiez la commercialisation d'un bien à un agent immobilier, vous pouvez être en droit de lui dire « je veux que tous les 10 ou tous les 15 jours, tu me fasses un rapport. Alors, c'est pas un rapport de 10 pages, mais que tu me dises, ça peut être un mail assez court, dans lequel tu vas me dire, voilà, il y a eu tant de visites, il y a eu tant d'appels, il y a eu des offres, il y a eu des trucs, je sais pas quoi, que j'ai un petit peu de la visibilité là-dessus. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait légitime à exiger. Vous ne devez pas vous sentir mal à l'aise à l'idée d'exiger ce genre de choses. Ce qui peut être intéressant, c'est de poser par écrit ce genre d'attente, parce que souvent, et ça je vous le garantis, ça va notamment être le cas avec les artisans, mais pas que, on va vous dire « Ah, mais je croyais que... Ah, mais tu me l'as pas dit », alors qu'en fait, vous l'avez absolument dit, c'est clair, ou peut-être que même vous, c'est peut-être vous parfois qui allez vous tromper, qui allez oublier. Donc je vous le dis, c'est vachement simple.
Vous allez prendre une page, vous allez écrire vos attentes, vous allez dire voilà, moi j'attends que ce soit comme ci, comme ça, nanana, quelque chose de simple. Monsieur le sous-traitant, est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Ok, bah viens, on met une date et on signe tous les deux, comme ça, on est bien raccord. Et ça va poser un cadre qui va rassurer tout le monde. Parce que c'est pas juste le client il est casse-couille, il me demande des tonnes de trucs, etc. Non, ça va aussi poser un cadre clair pour la relation, parce que si le sous-traitant respecte ce cadre, vous ne serez pas en droit de venir après lui dire qu'il a mal fait son job. En gros, lui, il a aussi un cadre assez clair pour sa mission, et c'est quelque chose qui devrait normalement le rassurer. Ensuite, il va falloir suivre le travail. Et ça, c'est une étape, enfin, c'est pas une étape, c'est un processus important, puisque souvent, ce qui va se passer chez les personnes qui déplorent en fait la mauvaise exécution de une certaine sous-traitance, elles ne suivent pas bien le travail. Elles donnent les clés et ciao, et tu m'appelles quand c'est fini. Et ça, je plaide coupable pour cette erreur parce que c'est quelque chose que j'ai eu fait très souvent. Je le fais encore parce que c'est mon réflexe. Donc j'essaie de moins, en tout cas d'être vigilant là-dessus. Comme je suis un peu fonceur, je sais pas quel tempérament vous avez derrière votre écran. Si vous avez un tempérament un peu fonceur, vous allez vous dire, moi je veux que ce soit fait, je veux que ce soit rapide, putain, tiens, prends cette mission, exécute-la et appelle-moi, vraiment appelle-moi quand c'est fini, ne me dérange pas entre les deux. Et je comprends pourquoi on a envie de faire ça, parce qu'on se dit, bah attends, j'ai payé pour un service, j'ai payé pour un sous-traitant, moi je veux que ce soit fait, j'ai pas envie de me faire chier à lui courir après et à vérifier, et gna gna gna, ça me saoule. Ceci étant dit, je peux vous le garantir par expérience, ça fait de nombreuses années que je sous-traite et que je délègue un grand nombre de missions. Ça marche très rarement. Il y a extrêmement peu de personnes qui ont un niveau d'autonomie, de conscience professionnelle, de compréhension de vos attentes qui soit suffisant pour pouvoir travailler en autonomie. Partez du principe que ça n'est pas le cas et que la personne avec laquelle vous bossez, elle n'en est pas capable. Pas qu'elle soit mauvaise, mais c'est juste que, voilà, elle n'en sera globalement pas capable. Il faut que vous mettiez en place un processus de suivi. C'est-à-dire là aussi quelque chose qui sera cadré dès le départ. Il y aura une entente avec le sous-traitant, vous allez vous dire, voilà, moi je vais vérifier, il y aura des points de contrôle à tel et tel et tel et tel endroit, ce qui nous permettra de vérifier telle et telle chose. Et normalement, lorsque ça va arriver, la personne ne sera pas surprise et ça ne sera pas cause de friction. Parce qu'on peut se dire, ah ouais, mais le sous-traitant, il va pas aimer que je vienne mettre le nez dans ses affaires. Vous mettez pas le nez dans ses affaires, vous venez vérifier que la mission pour laquelle vous payez soit correctement exécutée, et de toute façon, vous l'avez définie de base dans votre accord, donc il n'y a pas de souci à aller vérifier. Et le gros avantage de procéder ainsi, c'est que ça va éviter les trop grosses sorties de route. C'est-à-dire que si votre sous-traitant, il rentre sur il fait son job, etc., et puis à un moment donné, hop, petite sortie de route, il commence à dévier, il commence à se partir un petit peu dans le décor. Si vous vous en rendez compte suffisamment tôt, hop, vous pouvez rectifier et le ramener sur la route. S'il fait une trop grosse sortie, à un moment donné, les implications elles risquent d'être funestes en ce qui vous concerne. Donc il faut bien faire attention. Et là, ce sujet dont on parle, c'est les niveaux de délégation. Et en fait, il faut réaliser qu'il y a tout un éventail de niveaux de délégation, et il y a beaucoup d'intermédiaires entre le truc de je suis sur ton dos et on fait vraiment tout ensemble, c'est-à-dire on co-construit la chose, et je te laisse complètement les clés. En fait, il y a tout un éventail, plusieurs niveaux de délégation, et vous pouvez aller un petit peu crescendo avec les sous-traitants avec lesquels vous allez bosser. Le prochain point, qui n'est pas des moindres, est l'importance de recadrer le sous-traitant si jamais vous constatez qu'il y a des problématiques. Alors quand je dis les problématiques, il faut que ce soit des problématiques qui soient objectives. Vous pouvez pas lui dire j'aime pas comment t'es fringué ou j'aime pas ta manière de parler, parce que encore que la manière de parler ça se discute, mais si vous avez besoin de recadrer, il faut que vous recadriez sur la partie vraiment pratique, sur la mission sur laquelle la mission que vous lui avez confiée en gros. Il faut savoir avoir des critères objectifs ou de qualité ou de temps de livraison pour pouvoir lui dire t'es pas dans les délais ou ça ne correspond pas au niveau de qualité qui est attendu. Et là on évoque un problème qui est un peu systémique, un problème qui est quelque part social, enfin culturel on va dire plutôt en France, qui est notre faible capacité à communiquer. On est dans une société du non-dit, du sous-entendu, du passif-agressif, et on dit rarement les choses de manière simple, directe, franche et objective. Et c'est pas parce qu'on est moins bon que d'autres, c'est juste qu'on nous l'apprend pas. C'est pas dans notre culture, et donc comme on sait pas faire, on arrive à l'âge adulte, bon alors on sait des super théorèmes de maths, etc., mais on sait pas communiquer les uns avec les autres, ce qui est quand même un peu regrettable. La bonne nouvelle, c'est que comme toute chose, vous pouvez l'apprendre,
Il faut déjà prendre conscience du fait qu'en général, on a une commune manière de communiquer les uns avec les autres qui n'est pas bonne, qui est souvent agressive, qui est inopérante et qui souvent va braquer les gens et va pas aider en fait à mettre en place des collaborations qui soient saines. Je vais quand même vous donner des billes, pas vous laisser partir comme ça, vous donner des billes pour une communication qui soit efficace. Déjà, vous devez faire clairement entendre vos besoins, entendre vos attentes. Mais ça nous ramène aux premières étapes de cette vidéo et aux premières étapes de la délégation. Mais il n'est jamais trop tard. Peut-être que vous allez vous rendre compte un peu tard que zut, je l'ai pas fait de la bonne manière avec ce sous-traitant. Pas grave, il est jamais trop tard pour bien faire. Donc dites, écoute, voilà, visiblement, moi j'ai pas clarifié le truc, donc bim, et là vous refaites le travail que je vous ai décrit dans les premières étapes de cette vidéo. Ensuite, ce qu'il va falloir, pendant ce processus-là, c'est de toujours rester objectif. Ne jamais tomber dans le perso. Ne jamais commencer à dire « Ah ouais, mais c'est toujours ta faute, mais tu fais toujours comme ça », l'index accusateur qui va pointer l'autre et le mettre à mort. On s'en fout, il faut savoir être un peu dépassionné, sinon vous allez vous mettre des gens à dos. Donc dire voilà, là, clairement, moi j'attendais ça, là, ce qui a été fait, c'est ça. Vous décrivez quelque chose d'objectif. Vous ne dites pas le travail est vraiment dégueulasse, parce que ça, c'est pas objectif, mais vous dites, bah là, par exemple, j'avais demandé des plaintes de, je sais pas, de 12 cm et tu m'as mis des plaintes de 7. Ça, c'est objectif. Donc ça convient pas. Et l'exemple que je vous donne, c'est un exemple dans les travaux, mais vous pouvez très bien avoir ce genre de discussion avec un géomètre, avec un archi, avec un avocat, avec un expert comptable, avec toute personne qui va réaliser des missions pour vous. Vous pouvez expliquer les conséquences à l'autre, parce que l'autre personne en face n'a pas nécessairement conscience de ce que ça va impliquer. Donc là, vous pouvez dire, par exemple, il faut que tu saches que moi, quand j'ai signé une promesse de vente avec mes acquéreurs, dans le cahier des charges que je leur ai mis, je me suis engagé à mettre des plaintes de 12. Ça veut dire que là, en l'état, eux, ils peuvent être en droit de ne pas acheter, et donc moi, je peux me retrouver bloqué, ce qui va avoir des conséquences financières absolument désastreuses en ce qui me concerne. Donc là, vous avez expliqué les conséquences. Ensuite, vous allez formuler votre attente, et vous allez formuler la situation, enfin, on va dire la solution idéale. Et en gros, vous reformulez votre besoin. Donc moi, ce dont j'aurais besoin ici, c'est que on retire les plaintes de 7 et qu'on pose à la place des plaintes de 12. Et n'hésitez pas à expliquer ce que ça vous permettra d'atteindre, le résultat que ça va vous permettre d'obtenir, non seulement vous, mais aussi la relation. Et n'hésitez surtout pas à mettre ce qu'on appelle en anglais du WIIFM, W-I-I-F-M, c'est What's in it for me. En gros, qu'est-ce que j'y gagne? Faites toujours comprendre à votre interlocuteur ce qu'il a à y gagner. Peut-être que ça va te faire chier là maintenant de remplacer les plaintes, je comprends, mais moi ce que ça va me permettre, c'est déjà de pouvoir revendre ce bien correctement, de pouvoir récupérer ma trésor et de pouvoir après me dire que j'ai un sous-traitant de confiance avec lequel je peux bosser et pouvoir te renvoyer du travail et qu'on soit dans une relation qui soit mutuellement bénéfique. Donc là, vous remettez une petite couche de qu'est-ce que j'y gagne, en gros, et vous lui expliquez toujours la raison pour laquelle vous allez lui demander des choses. J'ai vu une étude sociologique très intéressante, dans laquelle il était expliqué que quand on formule une demande à une personne, on a beaucoup plus de chances qu'elle soit acceptée si on lui donne une raison pour laquelle on a besoin qu'elle fasse ça. Et ils avaient poussé l'expérience même hyper loin. C'était une personne qui voulait dépasser des collaborateurs à la photocopieuse, qui dit voilà, genre est-ce que je peux te dépasser pour aller faire des photocopies? Et ils avaient constaté qu'il avait un taux de réponse positive qui était supérieur quand il disait est-ce que je peux te dépasser parce que j'ai vraiment besoin de faire des photocopies. Donc en gros il dit est-ce que je peux te dépasser pour faire des photocopies parce que j'ai besoin de faire des photocopies. C'est pas une raison de fou, mais dans l'esprit des gens, la personne donnait une raison. Donc il disait est-ce que je peux parce que j'ai vraiment besoin de faire des photocopies. Et dans une écrasante majorité des cas, les gens lui disaient oui, et dans un pourcentage qui était d'ailleurs supérieur à ce qu'il obtenait avant. Donc quand vous demandez quelque chose aux gens, c'est la petite parenthèse, n'hésitez pas à donner la raison pour laquelle vous leur demandez de faire la chose, vous aurez un taux de réponse qui sera supérieur. Dans quelques instants, je vais vous donner un récapitulatif des étapes pour pouvoir déléguer efficacement. Si vous souhaitez développer votre activité de marchand de biens, vous vous rendez compte que vous avez réalisé quelques opérations mais que vous aimeriez passer à la vitesse supérieure, qu'il y a certaines choses qui vous bloquent, comme par exemple la bonne manière de communiquer avec des sous-traitants, comment structurer votre activité, comment aller chercher du financement plus complexe, comment étudier des opérations qui vont vous amener une meilleure rentabilité, je vous invite à suivre notre formation MDB Master qui est destinée aux personnes qui veulent aller chercher plus de rentabilité, plus de marge,
en dépensant moins d'énergie et moins de temps, en gagnant en qualité de vie. Donc, comme je vous l'ai expliqué, marchand de biens, même toute activité professionnelle, entrepreneuriale, vous allez avoir des éventails souvent qui sont extrêmement larges de choses que vous allez devoir faire, devoir maîtriser, et il n'est pas possible de tout faire par soi-même si on veut atteindre une certaine échelle, et par conséquent, à un moment donné, vous allez devoir déléguer, vous allez devoir vous appuyer sur d'autres personnes. La bonne nouvelle, c'est que sous-traiter et déléguer, eh bien, ça s'apprend. Comme je vous l'ai dit, ce sont des techniques, il y a des méthodes et vous pouvez tout à fait bien, les apprendre pour pouvoir travailler plus efficacement. Comme on l'a vu, si vous le faites un peu n'importe comment, un peu à l'arrache, un peu comme il vous semble, un peu comme vous avez toujours fait, vous allez au-devant de problèmes, vous allez au-devant de déceptions, vous allez au-devant de conflits avec certains de vos sous-traitants. Donc je récapitule les étapes si vous voulez déléguer efficacement. Premièrement, clarifiez vos attentes. Clarifiez-les vis-à-vis de vous-même déjà, et ensuite vous serez en capacité de les clarifier vis-à-vis de vos sous-traitants. Ensuite, posez un cadre clair à la mission et à la collaboration. Non seulement un cadre clair en termes de qualité qui est attendu, mais aussi en termes de suivi, de délais qui sont attendus. Posez des jalons qui vont vous permettre de contrôler tout au long de la mission et de son exécution, le bon suivi. Ensuite, je vous invite à suivre le travail. Ne laissez pas les sous-traitants partir dans la nature. Ne leur dites pas « rappelez-moi quand c'est terminé ». Vous avez posé des jalons juste avant, donc à ces jalons-là, vous allez venir et vous allez contrôler un petit peu le travail qui aura été fait par le sous-traitant, ce qui vous permettra, si une sortie de route a été faite, eh bien de pouvoir recadrer un petit peu le sous-traitant. Et c'est la quatrième étape, si jamais il y a le moindre souci, eh bien recadrer tout en restant objectif. Appliquez la méthode que je vous ai donnée aujourd'hui, vous décrivez le problème, vous décrivez vos attentes, ce que ça vous permettrait d'atteindre, ce que ça vous permettrait d'obtenir si jamais le bon résultat était atteint, ce que la personne en face de vous a à y gagner. Vous enlevez tout ça et vous vérifiez que la personne ait bien compris et après, hop, on se remet sur les rails. Dans cette vidéo, je vous ai donné des méthodes de délégation de sous-traitance qui sont efficaces non seulement pour l'activité de marchand de biens, mais pour toute activité immobilière et entrepreneuriale. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, payez votre like et expliquez-moi en commentaire peut-être les situations que vous avez rencontrées, où vous avez, eu des problèmes comme ça. Et n'hésitez pas à marquer aussi en commentaire les sujets dont vous aimeriez que je parle dans les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine.